Bravo Bekoum Azeflaoun, bonsoir pour cette deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui. La visite du pape, hier il était à Alger, aujourd'hui il est à Annaba. Et bien sûr cet attentat, plutôt cette rumeur, je ne sais pas si je peux dire cette rumeur parce qu'encore une fois on n'a aucune confirmation officielle, même si les médias internationaux, la presse et les réseaux sociaux n'arrêtent pas d'en parler, même s'il y a ce silence des médias algériens et bien sûr des autorités qui ne disent aucun mot. Mais voilà, c'est ça la réalité avec le nouvel ère des réseaux sociaux. Tout le monde sait tout ce qui se passe dans le monde et bien sûr, c'est ce qui s'est passé hier à Blida. Il a fait le tour du monde. Donc on va revenir à ces deux événements, la visite du pape et cet attentat de Blida, c'est surtout le silence des autorités algériennes. Et bien sûr, comme vous avez vu pendant notre première partie de notre émission, il y a avec nous, avec grand plaisir, M. Liège Djbeili et Yamina Bayer. Et on est rejoint avec grand plaisir par Dr Sidi Mnad Si Ahmed, expert senior onusien pour le climat et l'ozone. C'est M. Mnad Zouflek, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sidi Mnad. Ah, il y a un problème de communication. Monsieur Dr Sidi Mnad, vous m'écoutez, vous m'entendez? Non, il y a un problème je crois. Dr Sidi Mnad Si Ahmed. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, il y a un problème de communication. Donc, M. Liège Djbeili, je vais commencer avec vous sur ce point dont j'ai fini la première partie. Cette information, cette rumeur, si je peux dire, c'est vraiment, je ne sais pas comment le décrire, c'est une rumeur ou c'est une information. Cet attentat qui a touché la ville de Blida. Comment expliquer, Céliès, ce silence? C'est un silence assourdissant. Tout le monde en parle. On a vu des médias français qui ont fait leur une. Et chez nous, il y a un silence total. Comment expliquer cette réaction des autorités? Absolument. Donc, j'ai suivi sur les réseaux sociaux ce qui s'était passé à Blida, c'est-à-dire que c'était un attentat ou ça supposait que c'était un attentat ou pas, ça je ne sais pas. Les grandes chaînes ne l'ont pas repris. Le communiqué de l'Union africaine qui apportait soutien à l'Algérie suite à cet acte terroriste, il a été retiré de suite. Mais on voit, en fait, on voit que ça tourne en boucle sur certaines chaînes. Au départ, comme le Figaro était un peu prudent, celui qui l'a repris, la première chaîne qu'il a reprise, c'était Marianne. Bon, on peut supposer un peu Marianne, un peu extrême, limite droite dure, extrême droite. Absolument, mais c'est surtout lié, c'est après Non, mais c'est comme ça, il faut décortiquer à Salim. Je veux dire, c'est surtout après l'AFP qui a pris l'information, qui a fait que beaucoup d'autres médias ont repris l'information. C'est surtout après... Mais avant l'AFP, c'était Marianne. Hein. Absolument, après absolument. Marianne, JDD, Journal du Dimanche, après certains journaux, après, tous les journaux, je ne sais pas, se sont dit, écoutez, c'est une information AFP qui authentifie un média occidental. Agence France Presse, est-ce qu'ils font allusion à l'AFP? L'AFP, elle l'a repris après, hein, mais le premier qui l'a repris, c'est Marianne, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? On voit que ça tourne en boucle, on voit un corps gisant sur le sol avec un drap, on voit ce qui s'était passé, mais peu importe. Pourquoi maintenant? Pourquoi le timing maintenant? Si c'était vraiment un vrai attentat et on voulait ternir l'image de l'Algérie, pourquoi on aurait... Peut-être Alger. Alger, c'est beaucoup. Pourquoi le faire à Blida, 50 km? Mais ça reste de la spéculation. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je reste en borderline, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est que c'est le pouvoir algérien. Ce sont les autorités algériennes
aucun communiqué. Que fait le ministre de l'Intérieur? Que font les conseillers qui travaillent au sein du ministère de l'Intérieur? Sachant que le discours sécuritaire, il monte de plus en plus en puissance en Algérie, pourquoi personne n'a confirmé ou infirmé ce qui s'était passé? C'est ça. Donc, et du coup, vous relancez le champ spéculatif sur cet incident. Voilà. Mais c'est ça le problème, Elias. On a bien sûr des conseillers à la communication à la présidence, on a le ministère des Affaires de l'Intérieur, on a les autorités locales au niveau de Blida. Comment expliquer, même d'après nos sources, Elias, peut-être je dois le dire, il y a eu, d'après des sources, tous les médias algériens, ils ont eu une note, ils ont eu un ordre de ne pas en parler. Ça veut dire oui, quoi? c'est sûr. Ah oui, peut-être, c'est sûr, Salim. Donc, vous savez que les médias en Algérie sont contrôlés. Les médias en Algérie sont contrôlés par le pouvoir algérien. Certains médias, au fait, ils étaient les premiers à mettre ça, qui était un peu, on va dire, d'obéissance un peu centriste, hein, pas régime, du côté du peuple, mais ils ont diffusé, broadcasté cette information. Est-ce que ça a été vérifié ou pas? Est-ce que, apparemment, j'ai vu que certains messages, disons, incitant à ne pas diffuser des trucs mensongers qui risquent de ternir l'image de l'Algérie, mais peu importe. Ça ouvre la voie à quoi? Que le terrorisme n'est pas vaincu en Algérie, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire si il y a toujours des actes terroristes, style kamikaze, avec des personnes qui veulent provoquer des dégâts humains, ça veut dire que la doctrine sécuritaire, elle n'est pas optimale ou elle n'est pas, qu'elle n'est pas opérationnelle à 100%. Il y a toujours, certes, on va nous dire c'est résiduel, mais le résiduel peut faire mal. Donc ça veut dire que la doctrine sécuritaire en Algérie, elle n'a pas atteint ses objectifs. Ça veut dire que le discours en puissance qui est monté à chaque fois, surtout par les autorités militaires, il est insuffisant. Ça veut dire aussi quelque part qu'il y a une chape de plomb sur les médias. Ça veut dire qu'on ne veut pas informer le peuple. Le peuple a le droit d'être informé de ce qui se passe. Si c'était vraiment un acte terroriste, est-ce que ça va ternir l'image en Algérie? Tout le monde sait que l'Algérie a traversé une période difficile, la décennie noire ou rouge, appelez-la comme vous le voulez, mais que l'Algérie, elle milite toujours contre les actes terroristes, au contraire. Donc, quand vous ne voulez pas diffuser l'information, ça veut dire vous relancez la machine spéculative, ça veut dire vous avez quelque chose à cacher. Vous avez quelque chose à cacher pour votre peuple, d'ailleurs il le sait, et aussi pour les médias occidentaux. Donc ce sont les autorités algériennes qui à chaque fois qui ne répondent pas, je veux dire. Très bien. Monsieur Dr Sidi Mned. Oui, au fait, le problème est là, c'est que le pouvoir algérien aussi, les autorités ne respectent pas le peuple. C'est très clair, monsieur. Je reviens à vous, si vous me permettez. Dr Sidi Mned, Si Hamdili est là avec nous, j'espère qu'il va m'entendre, expert onusien pour le climat et l'ozone. Dr Mned, vous m'entendez? Oui, je vous entends mal, mais je vous entends. Super. Docteur Mned, d'abord... Vous allez mettre à l'épreuve vos oreilles. Ok, super. On va essayer, Inch'Allah, d'améliorer un petit peu le son, mais si vous... Mais je vous entends quand même. Très bien. Docteur Mned, d'abord, je vais revenir avec vous, puisque vous n'étiez pas avec nous pendant la première partie. J'aimerais bien écouter votre avis sur cette visite du pape en Algérie. On parle d'un coup de génie, d'un grand coup diplomatique pour l'Algérie. D'autres disent qu'après le discours du pape, tout est tombé à l'eau et que les 4 vérités ont été dites devant le président sur la situation économique, plutôt des droits de l'homme, sur le rôle de la société civile, sur l'importance des débats contradictoires dans les sociétés démocratiques. C'est quoi votre avis sur ce sujet, Dr Mned?
Écoutez, tout d'abord, bonjour à vos invités et aux auditeurs et téléspectateurs d'El Mararibia, et merci pour l'invitation. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un analyste politique pour vous donner une analyse en profondeur de la visite papale. Mais je retiens une première chose, c'est qu'elle a secoué la poussière de l'histoire. Parce que moi, je me souviens, il y a je ne sais pas combien d'années déjà, on nous disait, avant l'islamisation de l'Algérie, appelons ça comme ça, il n'y avait rien d'autre. Nous étions des sociétés païennes. Et donc, voilà, la chrétienté, je dirais, et d'autres croyances n'ont pas existé, alors que maintenant, c'est une réalité qui est implacable, incontournable. Et je crois que c'est une chose qu'il faut retenir. C'est un très bon point pour l'Algérie, pour nous tous, parce que lorsqu'aujourd'hui on clame que le pape vient sur les terres de Saint-Augustin et qui est disons d'origine amazigh et tout, je vous dis franchement, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que nous nous sommes battus pour ça. Nous nous sommes battus. Moi, je me souviens des débats qu'il y avait même à la télévision où on nous déniait carrément cette dimension amazigh, cette dimension historique millénaire de l'Algérie. Et donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment de très, très positif et je dirais même de fabuleux d'un point de vue de l'histoire. Maintenant, vis-à-vis du pouvoir, certainement, le pouvoir a voulu s'enduire d'une certaine couche de légitimité avec cette visite. C'est indéniable et il est dans son rôle, le pouvoir. Dans son rôle, donc il a tout essayé pour effectivement dire nous sommes une terre de tolérance, une terre de diversité, et j'en passe. Bon. D'abord, j'espère que tous ces slogans qu'on nous déverse depuis que le pape avait annoncé sa visite à ce jour, eh bien, restent par la suite. Ça, j'espère que ce sera le cas. Mais en même temps, j'avais espéré qu'effectivement, après ce que les ONG en Algérie et en dehors de l'Algérie ont essayé de faire en envoyant des messages quand même importants au pape, eh bien, dans son discours, je dois avouer que j'ai été très surpris et très agréablement surpris parce que des messages forts, et il l'a fait avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup d'intelligence et surtout, quelque part, avec beaucoup de franchise. En fin de compte, il a dit à ce pouvoir, n'ayez pas peur de votre peuple. Il a parlé de justice, il a parlé de liberté. C'est quand même un message fort. Quelqu'un me disait qu'on a eu des rapporteurs spéciaux qui étaient venus en Algérie et qui disaient à peu près la même chose. Mais cette fois, c'est beaucoup plus important puisqu'il s'agit d'une figure emblématique du monde. C'est quand même le chef de l'Église catholique et qui, quelque part, a un poids, je dirais, moral qui est à ne pas négliger. Donc, pour moi, c'est ce que je retiens et certainement, encore une fois, je ne m'aventurerai pas à connaître les desiderata du pouvoir ou ce qu'il veut en tirer de cette visite, mais je pense que ça va faire mal parce que le pape a dit des choses très profondes et je retiens ça. Maintenant, pour tout le reste, effectivement, on a voulu nous présenter l'image d'un pays apaisé, d'une grande tolérance. Moi, je peux retenir une chose. Je suis originaire du Kabylie. Je connais beaucoup de gens en Kabylie qui ont une foi protestante
et qui sont carrément empêchés de vivre leur foi. On leur a fermé des églises ou des églises garages, enfin appelons ça comme on veut. On leur a trouvé 1001 prétextes et on a même harcelé judiciairement des chrétiens. Et ça, c'est intolérable, intolérable. Et avec tout ce tour de passe-passe aussi de la Constitution qui restreint finalement la liberté de culte. Et ça aussi, quelque part, il faudrait en parler. Ça ne peut pas être juste des slogans. Donc, pour moi, peut-être, je l'espère du moins, mais connaissance pouvoir, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai très peu disons, de certitude quant à la suite à donner à tout ça. Parce que ce qui m'inquiète, et il faut le dire aussi, c'est que la veille de la visite du pape, on a arrêté M. Bourras, qui est journaliste, qui est un hérakiste aussi connu, et pendant sa visite même, on l'a mis en garde à vue. Justement, monsieur Dr Menad, en écoutant le pape, beaucoup ont pensé, ont cru, ils ont espéré que peut-être ce message va peut-être avoir un effet positif sur la situation en Algérie. Peut-être il y aura une portée, ou peut-être le pouvoir va essayer de changer un petit peu la situation. Mais voilà, comme vous venez de le dire, au même moment, il a un autre message. Il a arrêté Hassan Bourras, il a arrêté d'autres Algériens juste parce qu'ils ont encore une fois exprimé leur... Oui, c'est la technique du pouvoir. C'est dire, nous, on n'est pas influencés par les discours de X ou de Y. Mais c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est hallucinant. Parce que, voilà, vous invitez quelqu'un de cette stature et qui vous dit des choses et qu'en même temps, le même jour, vous lui dites « Oui, mais ça ne vous regarde pas, c'est notre façon de gérer entre guillemets, parce que c'est un pays qui est à volo. Hein. La gestion de ce pays, on peut en parler pendant des semaines. Et ça, c'est, pour moi, à la limite, c'est presque une gifle à cette visite. Je ne dirais pas au pape, parce que ce serait trop gros de dire un truc pareil. Mais la visite a été entachée par cette arrestation, par cette garde à vue, ou encore, je crois, même... il est en prison, enfin, en détention provisoire. C'est quand même hallucinant. Ont-ils besoin de faire ça? Non, pour eux, c'est un geste pour montrer que, de toute façon, on va continuer sur la même ligne de conduite, si on peut appeler ça une conduite. C'est quand même... ça fait peur. Ça veut dire que même après le départ du pape, on va certainement, même opérer peut-être un tour de vis supplémentaire, quoique il n'y a plus rien à serrer de plus, parce que d'ailleurs, vous savez, quand on serre, un jour, la vis va se casser d'elle-même. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, à attendre, je dirais même de jour en jour. Maintenant, moi, je pense que cette arrestation, c'est encore plus important que vous aviez parlé du silence d'un attentat qui aurait eu lieu du côté de Blida. Écoutez, moi, pour être franc avec vous, je ne suis pas un expert de la balistique. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à tenter de comprendre comment ça s'est passé. Mais si effectivement il y a eu attentat, parce qu'on nous donne 36 000 thèses... Justement, déjà ça pose problème. Après 24 heures de cet événement, soi-disant événement, aucune information, vous-même vous dites peut-être, si jamais, on ne sait pas. C'est ça, comment on peut gérer un pays avec une information pareille, avec cette communication après 24 heures, on ne sait toujours pas. Personne ne sait comment. C'est ouvrir ma porte à des spéculations de toutes sortes. Et le pouvoir est coutumier du fait. Il ne faut pas s'étonner. Moi,
Au contraire, j'aurais été étonné s'il avait communiqué, s'il avait... D'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose qui est assez cocasse, c'est que l'Union africaine avait produit un communiqué pour dénoncer les attentats de Blida, et puis ce communiqué a été retiré. Justement, docteur Melatia, pour ce qui est de ce communiqué de l'Union africaine, on va écouter ce qu'ils avaient dit et je reviens à vous. Le président de la Commission de l'Union africaine condamne avec la plus grande fermeté le double attentat survenu le 13 avril 2026 à Blida. Il exprime sa pleine solidarité avec le peuple et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Il adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes, exprime sa profonde compassion et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il réaffirme le ferme engagement de l'Union africaine à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent sur le continent et rend hommage au rôle de l'Algérie, pays champion de l'Union africaine dans ce domaine, dont l'engagement constitue un pilier essentiel de la réponse africaine collective. A few moments later. Nous souhaitons retirer officiellement le communiqué de presse publié précédemment concernant un prétendu incident terroriste en Algérie. Les informations sur lesquelles reposait ce communiqué n'ont pas été confirmées par des sources officielles. Nous regrettons toute confusion que cela aurait pu engendrer et réaffirmons notre engagement à garantir que toutes les communications publiques reposent sur des informations vérifiées et fiables. Yamina, vous avez vu cette vidéo, cette cacophonie dans la communication, ce silence du régime algérien sur cet attentat, soi-disant attentat. Encore une fois, on ne sait vraiment pas si c'est un attentat ou non. Comment expliquer cette gestion de la communication? Comme c'est bizarre, vous êtes journaliste, d'après, comme je l'avais dit, d'après nos sources, ils ont ordonné à tous les journaux, à tous les médias de passer sous silence cet événement. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Comment ils ont géré cette communication? Comment ils réfléchissent, si je veux dire? Oui, c'est clair que l'information a été étouffée. C'est-à-dire qu'il n'y a ni confirmation ni infirmation de la part des autorités. Ça veut dire, ça nous renseigne sur beaucoup de choses. Ça veut dire que le régime ne pense qu'à lui-même, il ne pense pas à l'intérêt du peuple, c'est-à-dire à informer. Le droit du citoyen à l'information est bafoué. Il y a aussi les médias, parce que les médias, normalement, ça devrait être le quatrième pouvoir, mais il y a des médias qui ont écrit, qui ont aussitôt retiré l'information, parce qu'ils se sont basés sur des publications sur Facebook, des sources qui n'étaient pas très sûres. Donc aussi, ça nous renseigne sur l'amateurisme des médias et dans leur travail. Et en même temps, la difficulté de vérifier l'information parce que déjà, il y a c'est-à-dire un contrôle du régime des médias. Donc ce silence-là, il est de la part des autorités, il est de la part des médias aussi, parce que les médias sont contrôlés par le régime. Mais Yamina, on entend, on écoute des commentaires, c'est comme si on vit une gestion de la communication des années 70, là, le temps d'une seule chaîne, d'un seul journal, il n'y a pas de réseau de communication, il n'y a pas d'Internet. Maintenant, on est en 2026, mais on dirait que le pouvoir est toujours dans le passé, parce que ce n'est pas possible. L'information, elle a fait tout le tour du monde, tout le monde le sait. Maintenant, c'est le Khabar ou le Nahar ou l'NTV ne le dit pas, mais tout le monde le sait. C'est pas comment ils réfléchissent sur ce côté-là. Tout le monde, c'est une information. C'est dissimuler la vérité, tout simplement parce que le régime, s'il voulait communiquer, quand il veut communiquer, il communique. Voilà, le ministère de la Défense, l'armée a abattu 1 ou 2, 3 terroristes dans telle région. Elle a sisi, elle a fait. Elle ne rate pas, par exemple, un article sur un média qui n'est même pas important peut-être, ils font une réaction, etc. Donc c'est un régime qui voit, qui surveille tout le temps ce qui se passe à l'intérieur du pays et encore même à l'extérieur du pays quand il s'agit de l'Algérie. Donc c'est voulu, voilà, ils ont décidé d'ignorer. Il y a la visite du pape. Je ne sais pas, peut-être que ça coïncidait pas avec c'est pour ne pas perturber, c'est pour ne pas perturber la visite du pape.
Je ne sais pas, peut-être, je me demande, moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est arrivé, c'est-à-dire à un moment où il n'y avait pas cette visite, est-ce que les autorités auraient communiqué ou pas? C'est une question à se poser parce que déjà, j'ai remarqué quelque chose de très important sur les réseaux sociaux. Il y a une partie des Algériens qui est hyper connectée. Je ne sais pas ils sont nombreux ou pas. C'est-à-dire la proportion qu'ils représentent dans la société algérienne. Mais ces personnes-là étaient en train de démentir et de trouver des justifications. J'ai vu énormément de monde, même des personnes que je connais personnellement, qui étaient là sous les médias, sous les publications des médias français, sous les publications des autres personnes, qui parlaient de ça et elles disaient non, c'est faux, c'est fake news, vous êtes en train de déstabiliser, vous ne déstabiliserez pas l'Algérie, etc. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la logique du régime. Et ça, c'est très grave. C'est quoi la logique du régime, Yamina? Moi, personnellement, je n'avais pas compris. Vous parlez de cette logique du régime. C'est quoi, en se taisant, il croit comme qu'il n'y aura pas de rumeur, il va fermer le contraire. Avec ce silence, il a ouvert la porte à toutes les rumeurs, à tous ceux qui aiment ou n'aiment pas l'Algérie. Exactement, ils ont ouvert la porte à toutes les spéculations, mais je crois qu'ils préfèrent... Peut-être ils préfèrent ne pas en parler et d'ignorer tout simplement. Je trouve que c'est stupide c'est-à-dire qu'il faut assumer s'il y a réellement eu deux attentats suicides, il faut le dire, il faut l'expliquer et l'assumer. Et ça veut dire qu'il y a... Peut-être qu'ils sont dans l'embarras et Yamina ne sait pas comment faire face. Peut-être aussi, peut-être qu'ils ne sont pas aussi, c'est-à-dire suffisamment compétents pour analyser la situation, qu'ils ont zéro communication de crise, parce que là, il s'agit de communication de crise. Et dans ces moments-là, il faut savoir c'est-à-dire comment communiquer. Et donc, quel que soit c'est-à-dire que ce soit une fake news, ou c'est réellement c'est arrivé, pourquoi à ce moment-là précis? Et en même temps, je crois que le régime pense c'est-à-dire si on veut regarder de l'autre côté, tout est beau, il y a une visite, il y a un événement important, etc. Il y a de belles images et dans l'autre côté, et c'est à nous de choisir dans quel côté on regarde. Ça, c'est pour les Algériens. Mais pour les autres qui regardent depuis l'extérieur, c'est très grave parce que hier, il y a des médias qui ont supprimé ils se sont rétractés parce qu'ils n'ont pas fait confiance, ils ont douté des sources, etc. Parce qu'ils n'étaient pas... Et pourtant, il y avait, je crois, 70 journalistes qui ont accompagné le pape. Et ils n'ont pas pu obtenir l'information, ou bien ils ont eu peur aussi. Je trouve ça vraiment bizarre. Et aujourd'hui, je remarque qu'il y a quelques médias, comme La Croix par exemple, comme je crois RFI, qui ont fini par donner l'information qu'il y aurait eu 2 attentats à Blida et que même l'AFP a relayé l'information. C'est délicat, c'est complexe à expliquer, mais il ne faut pas hésiter à se poser des questions et à réfléchir là-dessus parce que c'est très très grave de garder tout ce silence tout en sachant que le peuple algérien déjà, il est traumatisé. Nous avons le traumatisme de la décennie noire. Donc dès qu'il y a un événement pareil, c'est l'angoisse, c'est l'incertitude. Donc il faudrait vraiment rassurer le peuple. Et là, le peuple n'est pas encore rassuré. Très bien. Monsieur Liesbeli, je reviens à vous avec cette gestion de la communication, avec ce silence qui ouvre la porte à toutes les rumeurs. Je ne sais pas, je peux dire, même notre Aïb, qui était normalement dedans chez nous, entre nous, il est devenu maintenant public à l'échelle internationale, puisque même l'Union africaine, elle est tombée dans le jeu, elle a publié un communiqué pour condamner ces attentats. J'imagine ils ont un coup de téléphone, puis tout d'un coup, ils ont effacé, annulé ce communiqué, ils ont fait un autre communiqué pour démentir, ou plutôt pour dire comme quoi on n'a pas d'informations sûres. C'est ça les conséquences de la mauvaise gestion, la mauvaise communication du régime algérien. Qui a été toujours... Ah oui. Non, on vous entend.
Même après la gestion, même au sein de l'Union africaine, il y a toujours des règlements de compte, il y a toujours ce qu'on appelle une neutralisation des équilibres de force qui tirent un peu vers le Maroc, qui tirent un peu vers l'Algérie. On essaie un petit peu de trouver les équilibres. Que se passe-t-il? On essaie d'apporter ce qui est logique. Quand il s'agit d'un acte terroriste, on apporte soutien indéfectible aux victimes, au peuple, et par ricochet aussi à l'État. L'État, ce sont les autorités algériennes, c'est le pouvoir algérien. Maintenant, il y a une nuance entre l'État algérien et le pouvoir algérien. L'État algérien existe, mais il est confisqué par un pouvoir qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas gérer. Je reconnais, je réitère ce qu'il vient de faire, un coup de maître en invitant sa sainteté Léon XIV. Et puis aussi, il faut dire les choses, qui leur a facilité la tâche. Parce que c'est un augustinien, c'est parce que son penseur et son maître, son père spirituel est de cette région, de Tagaz, de Soukharas. Mais par rapport à la gestion de l'attentat, mais tous les attentats, je veux dire, ont été toujours, en tout cas la communication en Algérie a été toujours mal gérée sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la gestion sociale, tout. Maintenant, moi, ce qui m'a fait un petit peu, j'ai trouvé fort dommage, parce que moi je suis un opposant, mais je fais la différence entre ma patrie, l'Algérie, et le pouvoir. Les régimes partent et disparaissent, l'État reste, le peuple reste, la terre reste. Maintenant, il faut faire très attention, surtout à certains opposants, de ne pas relayer pour relayer. C'est facile, c'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitrine de notre pays. Parce que nous sommes redevables de garder la vitrine de notre peuple et de notre pays. Parce que cette visite, elle peut générer, je veux dire, des fruits incalculables, c'est-à-dire relancer le tourisme spirituel des jésuites, des chrétiens vers Annaba, parce que surtout la côte nord de Annaba, c'est Erbihan, c'est magnifique. Et ça relance, et quand ça relance, je parle en tant qu'économiste, c'est le trésor public algérien, et par ricochet le peuple. Et c'est l'image aussi. Il faut qu'on passe aussi pour un peuple pacifique, un peuple généreux, un peuple qui sait accueillir, un peuple avec une identité peut-être complexe ou pas, multiculturelle, multilinéaire ou peu importe, mais un peuple qui existe, un peuple qui sait recevoir, un peuple qui a combattu le terrorisme. Et ça veut dire, oui, et ça veut dire que nous avons vaincu le terrorisme. C'est important de vaincre le terrorisme. Non, on ne peut pas laisser nos institutions s'effondrer par des coups de boutoir du terrorisme. Ça veut dire que le pouvoir sécuritaire qui est prôné par Majallat el-Jeish, à chaque fois, le sécuritaire, Yadil Kharijia, nos frontières, ça veut dire, si c'est vrai, attention, moi je ne sais pas, je dis si c'est vrai, ça c'est une faillite totale des services secrets. Ça veut dire que toute personne, même mal intentionnée, qui veut faire du mal, il met une ceinture, il peut exploser. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le job des services secrets. Au lieu de surveiller, comment il s'appelle, et de mettre en prison, d'incarcérer de façon arbitraire Hassan Boulas, à qui je lui rends tout mon soutien, et d'autres militants qui se trouvent en prison, leur job, c'est de sécuriser le maillage de notre pays. C'est de rendre la vie plus fluide, plus sûre pour le peuple algérien, pour l'habitant, pour le citoyen. C'est ça le job des services secrets. On n'est pas de l'an de la Tchéka, au nom de la truc révolutionnaire, on est en 2026. Les services secrets doivent être indépendants, apolitiques. Moi, je suis contre le police siasi. La police politique, elle ne doit pas exister. Mais maintenant, ils ont transformé les services secrets algériens en police politique, en une branche pour réprimer. Et c'est ça ce qui est un peu regrettable. Et en plus, si c'est vraiment qu'il y avait un acte terroriste à Blida, ça veut dire que enfin, en tout cas,
la rhétorique sécuritaire, voilà, elle n'a pas donné ses résultats. Et en plus, ils ne respectent pas le peuple. Confirmez si c'est un acte terroriste. Montrez que vous êtes capable de gérer la gestion sécuritaire et que réellement c'était un acte terroriste et que nous l'avons maîtrisé, nous avons neutralisé les terroristes et du coup le pays il est sécurisé et sur le plan opérationnel. Mais à partir du moment où vous donnez aucune information, vous relancez la machine spéculative, vous laissez un petit peu les réseaux sociaux, les journaux débattre, ça c'est pas comme ça qu'on gère un État. Et je ne sais pas, je pose la question, s'ils sont capables de gérer un service d'une entreprise ou service d'un État. L'État, ça se gère d'une autre manière. Et je redis, ils ont réussi sur le plan de l'organisationnel en recevant sa sainteté Léon XIV, qui est vraiment, c'est une médiatisation internationale et surtout, surtout pour notre pays. Peut-être eux, ils vont essayer de dire c'est pour nous, pour essayer un petit peu de faire pression sur certaines négociations, contrats économiques et comment dirais-je, et alliances politiques. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est que notre pays, enfin, cette visite est très réussie. Sur le plan sécuritaire, si c'est vrai, c'est une faillite. Ça veut dire que le terrorisme n'a pas été vaincu. Ça veut dire que les services secrets ont failli à leur mission. Ça veut dire que la chaîne de commandement, aussi, il y a une chaîne de commandement, parce que les services secrets, il ne faut pas les relier à la présidence. Non. C'est un corps indépendant, je pense, à mon avis. Dans certains pays, c'est un corps indépendant. Voilà. Maintenant, si vous me dites la communication, que ce soit la communication économique qui est gérée par ZIC ou la gestion aussi sur certains secteurs d'activité, c'est une défaillance totale. Même sur Rajbilat, peut-être... mon ami Sidi Mennad, il peut le confirmer. Mais la gestion, elle est catastrophique. Justement, je vais passer la question à Dr Mennad sur cette gestion. On ne peut pas gérer un pays de la taille de l'Algérie de cette façon, Dr Mennad. Tout d'abord, j'aimerais juste faire une petite remarque à mon ami Lies. Les services secrets n'ont pas été transformés en police politique, ils l'ont été depuis le début, même avant l'indépendance, et les faits le prouvent avec tous les assassinats politiques auxquels ils se sont adonnés jusqu'à toujours. Hein. Donc la police politique a même gagné en expertise, en intelligence entre guillemets, bien sûr. Et c'est une police qui surveille réellement le peuple. Moi, je le dis toujours, et peut-être que je me trompe, et j'espère me tromper d'ailleurs. Je crois qu'on a donné ce rôle au service, au régime algérien, de dire, écoutez, occupez-vous du peuple, et le reste, ce sont des pouvoirs occultes qui tiennent ce pays, parce que c'est quand même bizarre que tous ces gens-là, qu'on nous montre comme étant des dirigeants, des ministres, je ne sais pas quoi, des généraux, etc., gèrent ce pays de cette manière. Ça veut dire qu'on a tendance à croire qu'ils n'aiment pas le pays. Donc, on doit se dire que peut-être eux-mêmes n'ont aucun rôle à jouer. Par contre, la police politique, elle a un rôle, elle tient le peuple et elle le fait très bien. Quant à la gestion du pays, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a un bradage systématique qui est en train de s'opérer des ressources, du sol, du sous-sol, de tout ce qu'on veut dans ce pays. Donc la gestion, elle est totalement défaillante. Maintenant, pour rebondir sur ce qu'a dit Mme Yamina Baye, que je salue, il est évident que lorsqu'elle disait qu'il y a l'armée communique sur des terroristes qui ont été éliminés, je ne sais pas, du côté de Tébessa ou ailleurs, effectivement, c'est une note pour dire, bon, nous on est là, on est vigilants, etc. Par contre, il y a une symbolique très lourde s'agissant d'un attentat, entre guillemets encore une fois, qui se déroule à Blida, à quelques encablures d'Alger, pendant la visite du pape. C'est quand même quelque chose qui est autrement plus significatif, autrement plus lourd en termes de dégâts médiatiques, etc. Donc,
c'est un pouvoir qui, au lieu de faire face, comme le dit Liès, en disant, bon, il y a peut-être une tentative qui a été déjouée grâce à la vigilance des services, on connaît bien leur langage. Même ça, ils ne veulent même pas s'aventurer pour dire au pape, non, droit de visite, tout est en train de se dérouler très bien. Et moi, je pense qu'à un certain moment, on nous dira, voilà, il y a eu des enquêtes, et on a arrêté X, Y, Z. D'ailleurs, je me demande si on ne sort pas quelques rumeurs aujourd'hui sur les éventuels commanditaires de cet événement tragique. Bien sûr, comme nous tous, comme le dit d'ailleurs mon ami Yates, nous sommes des opposants, mais nous avons bien sûr cet amour du pays. Et je suis le premier à dire il n'est pas question qu'on verse encore une fois dans un terrorisme, comment dirais-je, aveugle, qui tue. Non, ça c'est quelque chose qui est à bannir, c'est incroyable. Donc j'espère qu'effectivement on est dans une sorte d'incident, peut-être, comment dirais-je, isolé, espérons-le. Mais le pouvoir ne va pas communiquer. Ou s'il communique, c'est lorsqu'il dira, voilà, finalement, on tient les fils de l'événement et voilà ce qui s'est passé et il n'y a plus rien à craindre de choses de ce genre. Mais moi, je trouve tout ça dommage. C'est vrai que la visite du pape a été bien organisée. On sait faire ça. Depuis l'indépendance à ce jour, on a su accueillir en grande pompe les invités de l'Algérie, d'autant plus qu'ici il s'agit d'un pape, donc c'est une visite quand même, qu'on le veuille ou non, qui est historique, mais ça n'empêche pas que derrière tout ça, il faut en tirer des conclusions, il faut en tirer des enseignements. Ce n'est pas une histoire de visite simplement. Et encore une fois, moi je reviens sur le discours du pape, qui est très, très lourd de sous-entendus, parfois même de choses dites d'une façon claire. Donc ça aussi, il faut qu'on le dise. Nous, dans l'opposition, on essaie effectivement d'envoyer des messages à tous ces invités illustres pour leur dire, bon, comme on l'a fait même pour Madame Ségolène Royal, qui est tout chousse, je dirais, avec le pouvoir algérien. Mais on lui a dit, mais attendez, il y a des choses qui se passent aussi en Algérie. C'est pas simplement ce que vous dites. Vous n'êtes pas là pour être une caution pour le pouvoir. Et le pape n'a pas été une caution pour le pouvoir. Et je salue ce geste, je salue son discours. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Juste un mot sur encore une fois sur la gestion de la communication en Algérie. C'est passé. J'aimerais bien voir votre avis, M. Mned, sur... Parce que comment on peut cacher une information pareille quand tout le monde en parle? Est-ce qu'il vraiment le Karoua, comme que cette information elle est cachée chez eux, comme dans les années 70, il y a une seule chaîne, une seule télévision, un seul journal. Mais c'est incroyable quand même de penser ainsi. Non, franchement, c'est Salim. Plus rien ne m'étonne. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à analyser ça, parce que c'est un pouvoir qui est imprévisible, qui est d'ailleurs monolithique aussi. Et donc, le faire bouger, le faire sortir de ses gongs, c'est pas évident, parce que il y a une peur qui est là, elle est sourde. Il ne faut pas qu'on fasse une ouverture de ceci ou de cela. Je vous dis, écoutez, c'est pas normal. La veille de la visite d'un pape, vous arrêtez quelqu'un avec apparemment fouille de la maison, des membres de la famille, etc. Et le lendemain, vous le mettez en détention à un juge qui décide de sa détention provisoire. C'est quand même pas normal. Il y a une peur qui est, je dirais, incontrôlable à la limite. On préfère ne pas prendre de risque du tout. Quel risque prennent-ils
en allant arrêter quelqu'un la veille de la visite du pape et puis de le mettre en prison le lendemain. C'est quoi cette gestion? Qui est derrière? À croire que ce sont eux qui essaient de saboter quelque part la visite du pape. Parce que il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi on le fait? Il y a peut-être, monsieur Mnel, c'est un clan qui essaie de saboter un autre clan. Non, écoutez, moi je suis tout à fait contre l'idée de clan. Parce que si, effectivement, il y a des clans, certainement, mais avec des nuances. Mais ils sont tous liés les uns aux autres. Parce que si franchement, il y avait des clans, il y aurait longtemps qu'on aurait vu cette guerre des clans éclater. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais leurs intérêts sont pourtant, docteur Mnad, on a vu des quarantaines, cinquantaines de généraux en prison. Il y a des généraux qui sont en fuite. Et quand même, c'est pas si clair que ça. Oui, mais il y a des limoges à chaque 6 mois. Ça veut dire qu'on a affaire à un clan qui est très faible, puisqu'ils arrivent à emprisonner des généraux sans problème. Donc, il y a une certaine, je dirais, coalition entre ces clans, il y a une certaine unité, ils arrivent à dire les mêmes choses. On voit un général, chef d'état-major, qui dit les mêmes choses que le président, enfin le chef d'État. Écoutez, soyons sérieux. Maintenant, moi, je veux bien croire qu'il y ait des clans et que ces clans-là, comment dirais-je, se manifestent de cette manière-là, c'est une manière qui est quand même pas efficace. Ça veut dire que c'est des clans qui sont faibles dans ce cas-là. Et moi, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je ne veux pas rentrer dans ça. Ce n'est pas mon rôle. De toute façon, le débat il est ouvert. Hein. On va y revenir dans nos émissions prochaines, Inch'Allah. On est arrivé à la fin de cette émission. Malheureusement, c'est très enrichissant. Monsieur Liajberi, je vous remercie beaucoup. Ingénieur économique et militant politique. Amina Biard, thank you, merci beaucoup. Journaliste et militante des Dawa Imam. Monsieur Asdin Toumi, militant politique qui est avec nous pendant notre première partie. Et bien sûr, Dr Sidi Mnad Ahmed, expert senior onusien pour le climat et l'ozone. Merci beaucoup de votre participation. Je remercie bien sûr nos chers téléspectateurs. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous demain. Assalamu alaikum wa rahmatullah.